生活国，中央人民政府今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。La Chine nouvelle est née. Peut-elle s'établir pour longtemps? Peut-elle marcher à grands pas? Le monde entier regarde le géant oriental qui vient de se lever. Le gouvernement du Kuomintang avait laissé derrière lui un chaos. L'économie nationale était en état d'effondrement, avec des spéculateurs sans vergogne et le peuple dans la misère. Plusieurs millions de bandits armés se cachaient dans le sud-ouest, le nord-ouest et les régions frontalières. Diverses forces réactionnaires résistaient désespérément. Encore récalcitrants et mourants, ils mettaient à l'épreuve le nouveau pouvoir politique du peuple. Sans destruction, pas de construction. On ne peut construire du nouveau sans détruire l'ancien. L'établissement d'une nouvelle Chine est étroitement lié à la construction d'une nouvelle société. Ce n'est qu'en évacuant tous les déchets de l'ancienne société que la fondation de la République populaire pourra être stable et sûre. L'horloge du bâtiment des douanes du Bund de Shanghai a sonné pour la première fois en 1928. Dans les quartiers exotiques de Shanghai s'accumulaient les richesses du pays. C'est un bastion des forces capitalistes coloniales. L'économie est la base d'un pays. Le contrôle de l'économie assure la stabilité du nouveau régime. Après la libération de Shanghai, Chen Yi a été désigné maire. À cette époque, l'impact de l'hyperinflation du régime du Kuomintang se faisait encore sentir. Un grand nombre de spéculateurs peu scrupuleux en ont profité pour provoquer une forte hausse des prix et un chaos extrême dans l'économie. La première bataille économique pour la Chine nouvelle est sur le point de commencer. À cette époque, il y avait 24 bourses de commerce à Shanghai, plus de 200 banques privées et clandestines. 300 000 personnes ont participé à la spéculation financière. Ils spéculaient sur les monnaies en argent et des devises étrangères, s'opposaient de manière flagrante aux décrets du gouvernement, sapaient l'ordre financier. Ils ont même déclaré avec arrogance « L'armée populaire de libération peut entrer dans Shanghai, mais pas dans le RMB ».
Au 422 rue de Hankow, ce bâtiment construit en 1934 était autrefois la plus ancienne bourse de valeurs de Chine. Lors d'une rénovation en 2017, ces tunnels et chambres secrètes ont été découvertes. C'est là que se trouvait le réseau des perturbateurs de l'ordre financier de la Chine nouvelle, il y a 70 ans. Le 10 juin 1949, après des préparations minutieuses, la commission militaire de Shanghai a bloqué le bâtiment de la bourse et a arrêté les spéculateurs en chef. Le prix des monnaies en argent a chuté immédiatement, ce qui s'est répercuté sur le marché national des céréales et du pétrole. À Wuhan et à Guangzhou ont également été arrêtés des spéculateurs. Des banques clandestines et des points de change dans la rue ont été fermés. Cette lutte a sévèrement réprimé la spéculation financière et a permis au RMB d'entrer rapidement sur le marché. À peine 2 semaines après la fondation de la Chine nouvelle, une autre tempête s'est abattue sur plusieurs régions. À partir du 15 octobre, le prix des céréales dans le nord et le prix des textiles à Shanghai ont augmenté spectaculairement. En 50 jours, les prix ont triplé. La population a commencé à s'inquiéter. Certains réactionnaires ont même lancé « Tant qu'ils contrôlent 2 blancs et un noir, c'est-à-dire le riz, le coton et le charbon, ils peuvent mettre Shanghai à mort ». Le comité central du PCC a vite réagi. À la tête du comité central des finances, Chen Yun a commencé à gérer les flux des céréales, du fil de coton et du charbon du pays. Lorsque la hausse des prix a été la plus forte, le 25 novembre, les grandes villes du pays ont agi à l'unisson, conformément aux dispositions du gouvernement central, et ont ouvert la vente des produits concernés. Les prix sont vite revenus à la normale. Dans le même temps, le gouvernement central a resserré la politique monétaire. Les spéculateurs ont eu des sérieuses difficultés à gérer leur flux de trésorerie et se sont retrouvés en faillite. Le 10 décembre, le nouveau gouvernement a gagné la guerre du riz et du coton. La nouvelle économie, régie par l'État, a renforcé sa capacité grâce à cette lutte et a commencé à assurer en amont la stabilité du marché. Au printemps 1950, l'indice des prix a baissé dans tout le pays. L'inflation dont la Chine ancienne souffrait depuis longtemps a finalement été maîtrisée. Mao Tse-tung a hautement salué ces opérations économiques. Ce groupe de jazz joue une musique mélodieuse à l'Hôtel de la Paix, qui était le siège de la firme anglaise David Sassoon. En 1949, ce bâtiment a été réquisitionné par l'État. Suite à la libération du pays, le gouvernement populaire a aboli les privilèges économiques des pays étrangers, refusé les traités inégaux signés avant 1949, confisqué le capital bureaucratique représenté par les 4 grandes familles et maintenu l'économie entre les mains de l'État. Dans le même temps, l'administration générale des douanes a été créée pour obtenir la clé des portes du pays. Depuis, le Bund change de visage. Il ne s'agit plus d'une concession pour les étrangers, mais d'un lieu qui offre de magnifiques visions du nouveau Shanghai. En juin 1950, la 3e séance plénière du 7e comité central du PCC a proposé un délai de 3 ans pour améliorer de manière fondamentale les conditions financières et économiques du pays. Ensuite, la reprise de l'économie nationale s'est organisée d'abord autour de la réforme agraire. La terre à ceux qui la travaillent, tel est le rêve des paysans chinois depuis des générations. L'abolition du système foncier laissé par l'ancienne société est une tâche gigantesque et significative pour la Chine nouvelle. En juin 1950, la loi sur la réforme agraire de la République populaire de Chine a été promulguée et appliquée. Selon la loi sur la réforme agraire, il faut abolir la propriété foncière de l'exploitation féodale et mettre en œuvre la propriété de la terre du paysan. La terre est le fondement de la vie du peuple. Pour la première fois depuis des milliers d'années, le peuple est devenu le maître de la terre. À l'hiver 1950, la réforme agraire a été vigoureusement lancée dans les zones libérées.
Au printemps 1953, à l'exception des zones d'ethnie minoritaire, plus de 300 millions d'agriculteurs sans terre ont reçu environ 700 millions de mus de terre et des outils de production. Ils étaient tellement contents qu'ils affichaient sur leur visage de larges sourires. Des millions de paysans sont devenus maîtres d'eux-mêmes. Ils se sont consacrés avec enthousiasme à la production et à la construction de leur foyer. Des paysans qui ont reçu des terres ont écrit un poème sur les poteaux. Le tonnerre du printemps sonne jusqu'au sol. Sont tombés les propriétaires fonciers. Les paysans ont reçu des terres et deviennent maîtres. Tout contents, ils remercient leur bienfaiteur, le président Mao. Suiren, village du district Zhongshan, dans la province du Guangdong, est la ville natale de Sun Yat-sen. Sous la direction du Parti communiste chinois, les paysans ont réalisé l'idéal de Sun, la terre à ceux qui la travaillent. Après la réforme agraire, l'enthousiasme des agriculteurs pour la production était sans précédent. La campagne est en plein changement. Construction des réserves d'eau, achat d'animaux de ferme et d'outils agricoles, application d'engrais et culture intensive. En 1952, la production céréalière a augmenté de 44,8% par rapport à 1949. Le coton a enregistré une hausse de 193% et la plante oléagineuse de 64%. Bref, la productivité a considérablement augmenté. Avec l'achèvement de la mission de reprise économique nationale, les conditions ont été réunies pour lancer la construction économique à grande échelle. L'histoire de la Chine nouvelle a ouvert un nouveau chapitre. Construire une nouvelle Chine et consolider le pouvoir du peuple nécessite un environnement social stable. Dans le processus de mise en place du gouvernement local, certains endroits ont connu des difficultés. Les forces résiduelles de l'ancien régime aux aguets tentaient de saboter le nouveau pouvoir. Dans la région montagneuse de la province du Hunan, les bandits armés étaient au nombre de 100 000. Ils ont fait équipe avec les vestiges du Kuomintang pour former l'armée régionale anticommuniste. Ils attaquaient avec violence les cadres comme les masses. Cette ancienne maison de Gongjiawan était un bureau de la mairie du district Chenxi. Les bandits cruels ont attaqué cet endroit. De nos jours, les trous des balles dans les murs et les battants de porte, les fissures de l'ardoise centrale de la cour nous rappellent la férocité de cette attaque. La montagne de Bahamien se situe dans le sud-ouest du district de Longshan. C'est ici que trois provinces, le Hunan, le Hubei et le Sichuan, se croisent. Le commandement des bandits armés se trouvait dans le trou d'Hirondelle sur une falaise. Le trou est profond et peut accueillir des centaines de personnes. Le 21 janvier 1951, les soldats de l'armée populaire de libération ont grimpé au sommet de la montagne, d'où ils sont ensuite descendus à l'aide de cordes pour accéder au trou d'Hirondelle. À la surprise des bandits, ils ont pris d'assaut le trou et ont détruit leur commandement. L'armée populaire de libération a reçu l'appui de la population. Cette photo montre qu'un villageois présentait le mouvement des bandits aux soldats. L'opération de répression du banditisme est la poursuite de la guerre de libération. Le total des bandits tués, blessés, capturés et qui se sont rendus dépasse les 2,6 millions. En 1953, l'opération était presque terminée, mettant fin à l'histoire longue et dévastatrice des bandits en Chine. Elle a stabilisé l'ordre social et assuré la vie en paix du peuple. Devant la tombe des martyrs de la grotte de Wulian, au sommet de la montagne Yun'an, les villageois viennent commémorer les martyrs depuis près de 70 ans. Zhu Zifu, 88 ans, est de nouveau venu ici, où reposent des hommes de son âge. Lors de la bataille de la grotte de Wulian, le soldat de l'armée populaire de libération, Wang Zhenbiao,
est tombé de la falaise après avoir été tué par l'ennemi. Après la bataille, Zhu Zifu, 18 ans à l'époque, et plusieurs villageois sont descendus au bas de la falaise pour ramener la dépouille du martyr avant de l'enterrer. Chaque fois qu'il se rappelle cet épisode, le vieil homme ne peut s'empêcher de pleurer. Le parc de la victoire de Shenxi a été nommé ainsi après la réunion marquant la victoire de l'opération anti-banditisme en août 1952. La fumée de la bataille s'est dissipée il y a bien longtemps. Les gens se rappelleront toujours les héros qui se sont sacrifiés pour que la population ait une vie paisible. Un monument commémorant les martyrs morts dans la région ouest du Hunan se dresse au sommet de la colline à côté. La montagne est toujours verdoyante, les héros sont immortels. Au début de la fondation de la République populaire de Chine, 600 000 contre-révolutionnaires et 600 000 principaux membres des clans réactionnaires se cachaient, dont des espions du Kuomintang. La stratégie de ces éléments dans leur lutte contre le pouvoir consistait à se dissimuler pendant longtemps, attendre des opportunités, se concentrer sur le sabotage des cibles de valeur et sur les assassinats. Au cours de la seule année 1950, près de 40 000 fonctionnaires et civils ont été tués par des contre-révolutionnaires dans les nouvelles régions libérées. Au début du mois de décembre 1949, Mao Tse-tung devait se rendre en Union soviétique. L'espion qui se cachait à Beijing a envoyé un télégramme chiffré au service secret des autorités de Taïwan pour les prévenir de la visite de Mao Tse-tung. L'armée a intercepté le télégramme. Les services de sécurité publique ont lancé ensuite une enquête minutieuse. Dans la matinée du 26 février 1950, dans une cour du quartier de Nansheze, les éclaireurs ont frappé à la porte de Ti Zhaoxiang. Des postes de radio, des livres de code et des pistolets américains y ont été saisis. Au même moment, plus de 10 complices ont été arrêtés à Beijing et à Tianjin. Il s'agit du premier cas majeur d'agents secrets infiltrés découvert après la fondation de la Chine nouvelle. Du mois de décembre 1950 à octobre 1951, une campagne pour réprimer les contre-révolutionnaires a été lancée dans le pays. Elle visait à rechercher et punir les bandits, les intimidateurs, les espions et les dirigeants réactionnaires. La campagne a éliminé des forces résiduelles de la contre-révolution, fourni des garanties pour la consolidation du nouveau régime et enlevé les obstacles au développement des forces productives. De nombreux théâtres et musées se trouvent autour de la place Tianshao, au sud de Beijing. Il y a 70 ans, c'était également l'endroit des loisirs pour les Pékinois. Cependant, les forces du mal et mafieuses y campaient et faisaient leur loi. Mao Tse-tung avait dit à Luo Jui-tsing, alors ministre de la Sécurité publique, également préfet de la police de Beijing, « La prostitution et la mafia ne sont pas tolérées dans la Chine nouvelle ». Toutes les forces mafieuses, dont les 4 gangsters tyranniques du quartier de Tianshao, ont été écrasées avec le soutien du peuple. Des mesures ont été prises pour éliminer les voyous et les brigands qui harcèlent la population. L'atmosphère sociale a changé. Avant la libération, il y avait environ 100 maisons de prostitution dans le quartier de Xianmen à Beijing, principalement concentrées dans 8 rues surnommées les 8 Hutong. L'interdiction de la prostitution fait partie de la mission de libération des femmes du nouveau gouvernement. La nouvelle Chine venait d'être établie il y a un mois.
Lors de la deuxième session de l'Assemblée populaire de Beijing, a été adoptée une résolution visant à fermer tous les bordels de la capitale. Le même soir, plus de 2400 cadres et policiers ont été mobilisés en 27 groupes d'action. Ils ont fermé toutes les maisons closes de la ville et ont réuni plus de 1260 prostituées pour les former plus tard dans une maison de réintégration. Elles y ont reçu des soins médicaux. Leur mentalité a complètement changé. Elles ont enlevé leur maquillage et repris les vêtements anciens. On pouvait lire sur le visage de chacune la joie de retrouver une nouvelle vie. Après Beijing, plus de 8400 maisons closes ont été fermées dans les grandes villes du pays. Un grand nombre de femmes vendues dans les bordels ont pu changer de destin. Elles ont acquis des compétences professionnelles et elles ont pu devenir des travailleuses de la Chine nouvelle. La plus grande libération est celle de l'homme. Xin Fengxia, actrice de l'opéra Pingju, est connue par son rôle de Lu Chao. Le 1er mai 1950, la loi de la République populaire de Chine sur le mariage a été promulguée et mise en œuvre. Il s'agit de la première loi promulguée par la Chine nouvelle. Elle a complètement aboli le système illégal du mariage qui a duré des milliers d'années et libéré les femmes chinoises. La liberté du mariage et l'amour fondé sur le libre choix ont fait du mariage un heureux événement. Les gens disaient que les femmes de la Chine nouvelle avaient changé et qu'elles paraissaient plus jeunes et plus belles. Les femmes peuvent désormais soutenir la moitié du ciel. Elles marchent sous le soleil et participent activement à la construction du pays. Elles font leur apparition dans de nombreux métiers. La première femme conductrice de train, Tian Guiying. Le 8 mars 1952, une cérémonie a été organisée à Beijing en l'honneur des premières femmes pilotes chinoises. Elles se sont envolées pour la première fois dans le ciel bleu de la patrie. C'était un événement très significatif. Le 24 février 1950, le Conseil des affaires d'État du gouvernement central a publié le décret interdisant l'opium. Toutes les régions du pays se sont mobilisées pour lutter contre la drogue. Depuis la guerre de l'opium, cette drogue a provoqué des malheurs pendant une centaine d'années. Sous la direction du PCC, l'opium a été complètement éliminé en Chine. En 1949, plus de 400 millions de Chinois étaient analphabètes, ce qui représentait 75% de la population. L'alphabétisation est une condition préalable au développement social et économique. Une campagne nationale d'alphabétisation a donc été lancée. Xi Jianhua, officier de la région militaire du Sud-Ouest, a inventé une méthode d'alphabétisation accélérée. Apprendre d'abord les symboles phonétiques avant les caractères. Cette méthode permet aux gens d'apprendre des centaines de caractères par jour. L'alphabétisation intuitive et vivante a suscité l'intérêt des soldats pour apprendre. En mars 1952, la région militaire du Sud-Ouest a éliminé l'analphabétisme, la première au sein de l'armée. Le 23 avril 1952, Xi Jianhua s'est vu délivrer un prix par le Comité de la culture et de l'éducation du Conseil des affaires d'État. Le quotidien du peuple a publié un éditorial appelant à la généralisation de sa méthode d'alphabétisation qui a favorisé cette campagne.
王光明，学习二字我扔的心，扔的心。要不那道理说不清，转会为什么要识字？不识字不知道大事情，旧社会俺不识字，糊里糊涂的受人情。当年犯了身，人不人做了当家的人，这年的下子怎么能行？哟，学习那文化水哟，当今那么哎哟，哟，学习那文化水哟，当今那么哎哟。Durant les années 1950, cette chanson folklorique, Le couple apprend à lire, était très populaire. Les gens allaient au cours d'alphabétisation en la chantant. La campagne d'alphabétisation a amélioré les compétences personnelles de plusieurs générations, ce qui a entraîné un progrès au niveau national. Le canal des moustaches du dragon est l'un des témoins de l'évolution de la société chinoise après la fondation de la Chine nouvelle. Auparavant, un canal contournait le temple du ciel du nord-ouest au sud-est. Ce cours d'eau sortait de la cité interdite où résidait l'empereur, le fils du dragon. C'est pour cela qu'il était nommé le canal des moustaches du dragon. La ville de Beijing est sur une hauteur au nord-ouest et plus basse au sud-est. Les eaux usées de la ville du sud s'accumulaient dans ce canal. Les ordures et les eaux des égouts se jetaient dans ce cours d'eau. Les moustiques et les mouches y étaient nombreux. On pouvait sentir les mauvaises odeurs jusqu'à la rue Tiananmen. La plupart des habitants du bord du canal étaient des travailleurs au bas-fond de la société. La mairie de Beijing a lancé en 1950 le projet de rénovation du canal. Une bonne nouvelle qui a secoué toute la capitale. La population a activement participé aux travaux. Le canal à ciel ouvert a été recouvert et une route goudronnée a été construite par-dessus. La transformation n'était pas réservée au seul canal. Dans les ruelles, des ordures datant de la dynastie des Qing étaient encore là. Dans le coin nord-ouest de la cité interdite, les ordures faisaient plusieurs mètres de haut. Les fonctionnaires et les gens ont participé activement aux travaux, bénévolement, pour améliorer les conditions d'hygiène de la ville. Les ordures accumulées pendant plus d'un siècle ont enfin disparu de la capitale. La ville de Beijing a été nettoyée à fond. Le moral de la population a également connu un vrai changement. Le magnifique paysage de la Chine nouvelle a évolué sous nos yeux. De retour des États-Unis, Lao She a été témoin des nouveaux changements survenus dans le vieux Beijing et a écrit la pièce Le canal des moustaches du dragon. La première représentation a eu lieu au Théâtre de l'Art du Peuple de Beijing. 毛主席爱人民，叫他们干不净劲儿，大翻身，修好了沟，又给修路，叫他劳动人民也能挺着腰板卖大布。卖大布，你心喜欢您可别忘生产，再多出力，再多流汗，再人人争取做模范。新中国，那新北京，国泰民安，享太平。 Quelques jours avant la fête nationale de 1950, le musicien Wang Shen est rentré à Tianjin depuis la place Tiananmen. Dans le train du retour, il a toujours dans sa tête l'image du drapeau rouge à 5 étoiles. Inspiré par cette image, Wang Shen a créé une chanson chantée depuis par le peuple chinois.
在你的怀里，我的雪。